Rien n'est plus pathétique qu'un peuple qui fuit. La panique résignée de ceux qui abandonnent tout pour sauver leur vie. Entre le 10 mai et le 17 juin de l'année 40, devant l'avancée des troupes allemandes, un fleuve humain de 8 millions de civils a pris la route de l'exode. Ils vont vers où? Ils ne savent pas. Ils vont s'arrêter où? Ils ne savent pas. Que vont-ils manger? Ils ne savent pas. Ils marchent. Ils marchent. Sur des routes dévastées, ils croisent des soldats sans armes ni ceinturon, la tête basse, le dernier vestige de l'armée française. Tous honteux d'avoir déposé les armes, parfois sans avoir tiré un seul coup de feu, dans une guerre éclair qui a tué 100 000 soldats français. Ils ont 8 ans, parfois 12. D'autres sont adolescents. Ils lisent La Comtesse de Ségur, le journal de Mickey ou le père de Foucault. Seulement 2 mois avant les grandes vacances. La guerre? Quelle guerre? À l'agitation qui règne, au regard de plus en plus sombre de leurs parents, ils devinent que cette guerre se rapproche. Les enfants de l'Exode en ont tous gardé le souvenir. Vendredi 10 mai 1940, le ciel retentit du fracas des armes. Nous sommes à la frontière entre la Hollande et la Belgique. Pendant la nuit, l'Allemagne est passée à l'offensive. Il fait beau partout en Europe. C'est ce qui incite Hitler à donner le signal de l'attaque. Parachutistes, troupes à cheval, Panzerdivision. Au petit matin, les Belges se réveillent au bruit des bombes. À Paris, la surprise est totale. On avait fini par oublier que la guerre était là. Une attente sans fin depuis plus de 8 mois, où chaque famille pensait que son père ou son mari, mobilisé sur un front sans bataille, rentrerait à la maison. Lorsque les généraux français comprennent ce qu'il se passe, il est 6 heures du matin. À l'ouverture des magasins et des bureaux, la nouvelle se répand. Bon, évidemment, cette invasion en mai 1940 a pris forme. J'ai un souvenir tout à fait précis parce que je suis arrivé à mon bureau et je dis bonjour d'une façon habituelle, normale. Et il y a un truc qui dit il ne sait pas ce qui s'est produit. La vraie guerre commençait vraiment. Rostislav vient de terminer sciences politiques et doit effectuer son service militaire le mois suivant. À 300 km de Paris, les tanks à croix gammée déferlent sur l'armée belge, qui n'a d'autre solution que de se replier. Malgré ça, de toute la Belgique, les nouveaux conscrits rejoignent leurs unités en nombre. Dans les garnisons françaises, on bat le rappel des troupes. Les effectifs sont incomplets, car la veille encore, les soldats partaient en permission.
Les ordres sont confus, les points de ralliement approximatifs. Le rappel des troupes va prendre plusieurs heures. En train ou en camion, on achemine les soldats vers le front belge. Vers midi, les premières troupes arrivent à la frontière. C'est maintenant que l'histoire des populations civiles belges et françaises commence. André Dubois a 8 ans. Le 10 mai, l'armée française a été très vite sur place. Et c'est comme ça qu'on a su, à ce moment-là, que vraiment, c'était la guerre. Les Français sont les plus forts, se répètent les enfants sur les bancs de l'école. Ils ont gagné en 1918, ils gagneront demain. Nous étions sur le pas de notre porte et on acclamait les Français. Tous les habitants se trouvaient sur le pas de la porte, on agitait des petits drapeaux. Les soldats français, ils étaient accueillis tellement bien qu'ils croyaient qu'ils allaient aussi dans une guerre en dentelle. C'était évidemment les mois du quartier, les mois de mes parents, les mois de tout le monde. Les voisins du quartier sont venus, tout le monde s'est interpellé, tout le monde a discuté de la chose. Je ris parce que ma première réaction était de me dire « Ah, je ne ferai pas mon interrogation de grec ». Parce qu'il y a une interrogation de grec qui était prévue pour ce matin-là. L'accueil de la population est enthousiaste. Chocolat, café et alcool fort pour nos troupes. On en oublie pour quelques heures encore que le canon gronde. Mais les plus anciens se souviennent de 1870 et racontent les atrocités allemandes de la Grande Guerre. La radio et le bouche à oreille sèment la panique. Les magasins se vident et les ateliers ferment. Bruxelles est bombardée. Les grandes personnes gesticulent. À 13 ans, Olivier comprend une chose, c'est qu'il n'ira pas à l'école. Immédiatement, pour mes parents, c'est comment fuir les Allemands. Parce qu'on avait l'impression qu'on allait être tué par les Allemands, que les Allemands étaient... On avait des tas de récits qui s'étaient amplifiés et déformés, des récits de la guerre 14. Et il est évident que pour mes parents, c'était la stupeur et l'effroi. À la réputation de l'Allemand, barbare, hein? Parce que c'était des gens qui avaient massacré des personnes ici en 14-18. Des gens qui avaient été tués, des enfants qui avaient été embrochés à la baïonnette dans leur berceau, ce sont des choses qu'on disait. On voyait très bien que les Belges n'allaient pas résister longtemps et que là, il valait peut-être mieux partir. Et on a projeté de partir en France, en Provence. C'est mon père qui a pris la décision de partir. Moi, je me souviens qu'on avait dit qu'on prenait ce qui avait plus précieux. J'avais été chercher sa montre qui était en haut. C'est moi qui avais sa montre en poche. Et nous avons décidé de fuir Bruxelles à vélo. J'avais emprunté un vélo de course, un vélo extraordinaire. C'est pas vraiment un vélo professionnel de course avec des boyaux minces, super. J'étais très fier de mon vélo, j'étais très fier du vélo que je conduisais, c'était merveilleux. Et c'est comme ça qu'on est partis. Ma sœur, ma grand-mère et ma mère. Nous étions 4. Alors on est partis avec les petites valises et les petits sacs parce que ma mère avait très bien préparé la chose. Elle nous avait préparé des petits sacs dans lesquels on mettait de l'argent, les pièces d'identité, etc. Pour ces enfants, la première nuit sera comme une fête. Ils dorment à la belle étoile ou bien entassés dans un lit de fortune. Ils ont 10 ans à peine. La nouvelle de l'attaque se propage lentement. Cette compagnie d'artilleurs est stationnée près de la frontière allemande. Ce que ne sait pas le lieutenant qui la commande, c'est que ses chefs se sont trompés. La véritable offensive a lieu dans les Ardennes, à 100 km au sud, là où tout risque d'attaque avait été écarté. 100 000 soldats allemands et des milliers de tanks sur un terrain jugé infranchissable par l'état-major français. Le 10 mai 1940, je me trouve dans la Sarre, pas loin, entre Forbach et Sarrebruck,
avec ma compagnie. Et le 10 mai est venu comme une bombe tout à fait imprévue. Tout à coup, on nous dit, ça y est, les choses démarrent et il faut se replier très vite parce que nous ne pouvons pas nous défendre ici. Il faut revenir en arrière et trouver une ligne de défense plus proche du centre de la France. La première réaction que nous avons eue, c'est de dire qu'est-ce que c'est que ces officiers généraux ou supérieurs qui nous commandent de nous retirer alors que nous sommes là pour nous battre. De Bruxelles, Namur ou Liège, les Belges se ruent vers la frontière. Leurs bagages sont minces, une carriole remplie de draps, l'argenterie, des photos de famille ou des lettres d'amour. Ils ont revêtu plusieurs habits les uns sur les autres. Parfois leurs habits du dimanche, cols en dentelle, manteaux en ratine, pantalons à smock. Il fait très chaud ce mois de mai 40, et souvent les enfants découvrent la campagne. Les parents d'Olivier, tous deux artistes peintres, souhaitent rallier le midi de la France. Nous sommes partis par Tournai. Tournai, et puis nous sommes allés en direction de Boulogne. Nous avions une carte du nord de la France et on prenait des petites routes qu'on ne prenait jamais ou sinon. Et toute la trajectoire a eu lieu, sauf quelques collines, n'est-ce pas, sur un terrain assez plat, qui était propice au vélo. Parce que nous avions presque rien. Presque rien, on a pris un sac, ce qu'on peut porter sur un vélo. C'est bien simple. J'avais un bagage. Je m'en souviens. Moi, j'avais un sac à dos. Nous avions un chariot avec les outils de papa qui était cordonnier. Papa qui était handicapé, il avait un pied coupé suite à un accident de travail quand il était plus jeune. Donc papa ne pouvait pas marcher longtemps. Il marchait, mais il se fatiguait vite. Mon père avait fabriqué un petit chariot avec des roues de vélo. Maman poussait le chariot. Ma sœur avait la poussette avec l'enfant. J'avais une autre sœur qui devait sûrement encore avoir un vélo. J'imagine. Je me souviens pas, je dois dire. Je me souviens que Willy, mon frère, est en vélo. Et nous sommes partis par toutes les petites rues de campagne, les routes de campagne. Direction la France. La France, on voulait partir vers Paris. Au loin, où on se souvenait que les Allemands avaient arrêté à la guerre 14-18. Près de 1000 tués dans les 3 premiers jours. En Belgique ou sur la Meuse, où les combats sont violents. Les fantassins du 66e régiment d'infanterie découvrent la guerre. Depuis septembre 1939, ils s'étaient installés dans la routine, les mêmes gestes répétés, pour rien. Ce sont des réservistes du centre de la France, Châteauroux et Limoges. Des artisans, des ouvriers ou des employés souvent mariés et pères de famille, que rien ne destinait à porter un fusil. Depuis le 12 mai, ils se battent. Lassitude, courbature, bouche sèche, transpirant sous la capote de gros draps, le casque lourd, la musette et les munitions. Ballottés d'un village à l'autre pour échapper à des Allemands qui ont enfoncé leur ligne près de Sedan. Les raids aériens sont incessants. La DCA française n'existe plus. Les maisons brûlent. Et souvent, les pompiers sont déjà partis pour ne pas abandonner leur matériel à l'ennemi. Dans les villes, la population a retiré son argent de la caisse d'épargne et, à leur tour, les berlines des plus riches se jettent sur la route. Le 16 mai au matin,
Mon père a donné le signal de départ et nous sommes partis, ma mère, mon frère et une tante, avec les bagages au-dessus du toit, derrière la voiture. Et mon père avait choisi la route Tournai, Courtrai, Ypres, à Dunkerque, et pour essayer de passer vers Le Havre. Le père d'André vient d'être affecté fonctionnaire au Congo belge. La famille veut rallier un port de la Manche pour s'embarquer avant l'arrivée des Allemands. Mon frère et moi, on partait en évacuation comme à une partie de plaisir. Ce qui était loin d'être le cas au fur et à mesure qu'on a avancé vers la côte. Au fur et à mesure qu'on s'est avancé vers Tournai, il y a eu de plus en plus de monde. Des gens qui venaient de Charleroi, des gens qui remontaient de Namur, des gens qui venaient de Liège, des gens qui venaient d'un peu partout. On est arrivé le 16 vers 4 heures de l'après-midi en vue de Tournai en flammes. On a traversé Tournai, il a bien fallu 2h30 pour traverser Tournai, alors que la route est très courte, Tournai n'est pas une grande ville, mais on a dû la traverser en flammes, au milieu de services d'incendie qui couraient dans tous les sens, au milieu de gens qui se sauvaient apeurés, et de gens qui étaient tellement effrayés qu'ils bloquaient la route. Alors la route est épouvantable à voir parce que des chevaux blessés gisent à terre, les charrettes sont tombées, les enfants, les femmes, tous ceux qui étaient dans la charrette sont blessés. Il y a beaucoup d'enfants blessés. Il y avait des cris, c'était beaucoup de cris d'enfants. Il y avait une voiture incendiée et sa voyageuse morte. Alors des femmes se sont mises à prier à haute voix. On entendait les gens crier et essayer de retrouver les personnes qu'ils avaient perdues, quoi. Des gens qui s'étaient perdus, qui étaient ensemble. Et on entendait qu'ils criaient après Émile ou Joseph ou ainsi de suite. C'était lugubre. La morgue est rapidement saturée et faute de place, les morts sont enterrés dans les jardins publics. Le bombardement de Tournai dure 4 jours. Le 15 mai, les Allemands ont franchi la Meuse. Pour l'état-major français, c'est la consternation. Les généraux ne savent plus que faire devant l'avancée allemande. Pour échapper aux bombes, des femmes et leurs bébés, des vieillards et des invalides se terrent dans les caves ou dans les bois alentours en attendant la fin des combats. Une couverture, de l'eau et du pain et des jouets pour les enfants apeurés. Dans les gares, des wagons par une chaleur torride attendent un départ hypothétique. La foule paniquée se bat pour monter à bord. Des familles se disloquent au milieu des cris et des appels sans réponse. Mais à Paris, personne n'imagine le désastre. Les actualités cinématographiques montrent les images de Tournai et de Namur en flammes. Mais le gouvernement se veut rassurant, parle de brèches colmatées et de replis stratégiques. Ceux qui sont encore à l'écart des combats veulent croire en ces paroles rassurantes. La vie continuait, les gens allaient au spectacle, les gens allaient au restaurant. Il n'y avait pas une espèce d'accablement, non, il n'y avait pas ça. La vie continuait à peu près normale. La foire de Paris ferme ses portes à la date prévue. La bourse garde son niveau des meilleurs jours. Les maisons de couture présentent leur nouvelle collection et les théâtres font le plein. Mais à 200 km au nord,
la pendule de l'école est restée figée sur l'heure du premier bombardement. La désolation est partout. Déjà, des pillards fouillent les décombres. La situation est très sérieuse. Les Allemands ne sont plus qu'à 200 km de Paris. Mais le drame qui se joue ne se dessine pas encore aux yeux des enfants de l'Exode. Une défaite de la France était inconcevable. Il faut dire que notre génération vivait dans le souvenir de la Grande Guerre. Et on savait qu'on allait gagner cette guerre. Il était impossible que la France soit vaincue. Il n'y avait pas de peur. Il n'y avait pas de peur. La France était une grande puissance. Autrement dit, on était assez confiants. On n'était pas du tout défaitistes. Personne ne pensait à un écrasement complet de l'armée française. La réalité de la guerre, ce sont les réfugiés qui la rapportent. Un curé qui porte sur sa brouette un vieillard en pleurs. Des enfants abandonnés, des infirmes sur les talus, des chevaux assoiffés, des chiens qui hurlent. Un simple cri, les Stuka, déclenche la panique. Le Stuka qui glace le sang et donne à chacun l'impression d'en être la cible. Nous marchions sur la route, toujours en file indienne, hein, pour laisser passer les troupes qui pouvaient passer. Les avions sont arrivés. C'était les Stuka. Ils avaient installé une sirène sur leur Stuka. Une sirène qui démoralisait vraiment quand ils piquaient. Ils n'étaient jamais à plus de 2 ou 3 kilomètres de nous, mais ça faisait beaucoup de bruit. Je me souviens du hurlement, enfin. Ça terrorisait même de loin. Quand on entendait ce bruit-là, on se cachait n'importe où. Et alors, quand ils descendaient, ils mitraillaient, ils lâchaient 2 bombes, puis ils repartaient. Là, on avait peur parce qu'on savait quand même qu'on risquait de mourir, finalement. Au bout du bruit, il y avait les bombes, ou la mitraillade, et on ne savait jamais si c'était pour nous ou pas. Une sorte de sifflement effrayant. Parce qu'il volait très bas, il se rapprochait évidemment beaucoup. Et au fur et à mesure que ça approchait, ça devenait... Il y avait toujours la question, c'est pour nous. Après un premier raid, le Stuka se redresse à la recherche de nouvelles cibles à mitrailler. Aussitôt que l'attaque était terminée, on se remettait en marche, quoi. On regardait si tout le monde était là, on prenait nos affaires, on repartait. On avait une destination prévue et on allait vers ça. Des politiciens ou des militaires qui tiennent leur sort entre leurs mains, ils disent « ce sont des pourris ». En revanche, les anciens de 14-18 n'ont pas oublié le vainqueur de Verdun. Pétain, leur vieux maréchal de 88 ans, intègre le gouvernement le 18 mai 1940. De lui, chacun pense qu'il doit savoir ce qu'il faut faire. Et l'espoir renaît. Dans les villages que l'Exode n'a pas encore atteints, les enfants sont les premiers témoins de la débandade. Jacqueline est à Oigny, dans le Nord. Je me souviens, les gens qui passaient sans arrêt. C'était des gens qui fuyaient parce que les Allemands arrivaient. Il y avait surtout les gens qui venaient du Nord et même de Belgique. Ah oui, il y avait plein de monde. Alors là, et ça faisait des jours qu'ils étaient sur les routes à marcher. Et les premiers que je voyais étaient visiblement des gens écrasés, apeurés.
Ils avaient l'air épuisés, surtout. Ils avaient l'air épuisés. Des poussettes remplies de casseroles ou des voitures qui poussaient. Enfin, c'était le déballez-moi ça de tous les malheurs. Et c'était surtout, naturellement, des vieux, des femmes, des gosses. De temps en temps, il y avait une vache qu'on essayait de faire avancer. Ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est qu'il y avait les matelas qui étaient sur le sommet de tout ce chargement à 2 ou 3 mètres d'auteur, et souvent beaucoup de vieux qui étaient là, de malades qui étaient là. Il faisait très chaud, hein. Ça a été particulièrement chaud. On n'a jamais vu d'orage dans cette période, c'était à chaleur. Et alors on a vu aussi déjà des cadavres, parce qu'il y avait des gens qui étaient morts et qui ils ne savaient pas où les mettre, si vous voulez. Alors bon, ils étaient là. Et comme nous étions sur une départementale assez fréquentée pour aller vers le sud, bien, chaque soir, les gens rentraient avec leurs chariots, avec leurs vaches ou leurs chevaux, et ma mère faisait un peu la soupe populaire. Nous, les enfants, on nous demandait de venir leur servir du vin chaud, de leur apporter des sandwichs. Alors c'est ce qu'on faisait. Ça paraissait pas triste, c'est ça qui est curieux. Mais les enfants ne voient pas du tout les choses comme les grandes personnes. Pas de médecins ni de prêtres dans les villages. Fatigués et affamés, les fuyards se demandent s'ils n'ont pas eu tort de partir. Ils affirment que les chars allemands sont à leur trousse et leurs récits sèment la panique. Il faut partir. Où est l'ennemi? On sent sa présence. On entend ses déplacements. Sans consigne, sans carte détaillée, ces quelques hommes errent dans la campagne. On leur a dit que la population d'un village a démoli une barricade dressée par des soldats et que le maire s'est porté au-devant des Allemands un drapeau blanc à la main. La défaite avance et ils n'y peuvent rien. Les jeunes lieutenants espèrent toujours recevoir un ordre de contre-attaque, mais ils désespèrent de leur chef qu'ils jugent défaitiste. Tous les jours, l'ordre venait reculer encore, reculer encore. Ne résistez pas, reculez. Et on ne savait pas où on allait, on ne savait pas pourquoi on y allait. On était désemparés. Nous ne savions pas, par exemple, où était le chef de corps sur les ordres duquel nous étions censés travailler. Donc nous n'avions aucune idée de la stratégie qui pouvait être celle du haut commandement français. Moi, jeune ambitieux, désireux de faire mon métier d'aspirant dans la guerre, j'avais fait une percée pour aller tâter un peu le terrain en direction de l'armée allemande. Je me suis fait engueuler dès mon retour en me disant « on ne bouge pas, on ne va pas vers l'ennemi tant que ce n'est pas décidé par l'état-major ». Le 19 mai, la gare d'Arras est bombardée. Il est 15h15. Plusieurs trains de réfugiés stationnent sur les voies. Nous avons longé la ville d'Arras, qui à ce moment-là était bombardée. Mais on ne voyait pas très bien, on voyait surtout les avions allemands au-dessus. Les bombardiers qui allaient sur Arras. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben maintenant, c'est fini. Le salon est passé aussi. Et j'ai fermé les yeux, je me suis dit, on va mourir. On avait peur, mais on se disait, il ne faut pas paniquer. Il faut se maintenir. Des familles entières d'Arras, Cambrai et Valenciennes périssent sous les bombes. Plusieurs centaines de victimes parmi la population. Les dépouilleurs de cadavres font leur apparition. C'est l'heure du chacun pour soi. L'enfer, notre
nous a mises à plat ventre, il s'est mis sur nous et a commencé à prier. Le bruit, les cris, ça c'était affreux. Des blessés, du sang, des gens la tête coupée, et puis quelqu'un qu'on a bousculé, à qui on a dit pardon et qui est tombé, qui était mort par le souffle. Et nous, on avait les soquettes et les sandales blanches complètement tachées. Et je me souviens m'être excusée auprès de ma mère en disant « mais c'est pas de ma faute ». C'était la première fois qu'on approchait la mort. Fonçant vers la côte, les troupes allemandes tentent d'isoler les forces alliées du nord de la France. Les villes dévastées par les bombardements sont mises à sac. Les caves pillées, le linge, la nourriture, emportés par des malheureux livrés à eux-mêmes. Les gendarmes de beaucoup de communes ont reçu l'ordre d'évacuer. Le maintien de l'ordre n'est plus assuré. La route de l'Exode traverse des paysages dévastés. Les ruines deviennent un immense terrain de jeu. À quoi joue-t-on se demandent les enfants. On joue à la guerre, répond-il d'une seule voix. Mais il faisait très beau, il faisait superbe, tout extraordinaire, tout était en fleurs. J'adore la nature, j'ai toujours aimé les rivières, les plantes, les fleurs, etc. Pour moi, je me régalais. C'est des vacances improvisées, merveilleuses. Ce qui arrivait était tout à coup quelque chose d'important et dont on était spectateur intime. J'ai des souvenirs très agréables où on s'amusait. Parce qu'il y avait un garçon qui était à peu près de mon âge, dans l'autre famille. Donc on s'amusait. Je me souviens des sensations du moment. Il faisait beau, on longeait l'eau. Et je me disais quand même, si on pouvait si on pouvait un petit peu nager dans cette eau. Vous voyez? Mais on disait non, il faut marcher. Papa, qui lui se déplaçait en vélo, faisait des allers-retours le long de notre groupe pour dire de maintenir le groupe au complet. Et quand on se déplaçait, c'était tout le groupe qui se déplaçait. Moi, je me rappelle que mon père poussait la voiture pour ne pas gaspiller de l'essence. Il fallait remettre le moteur en route et repartir faire quelques centaines de mètres. J'ai dû abandonner mon vélo parce que je m'endormais sur mon vélo. Je suis tombé d'ailleurs. Et maman a décidé de me faire transporter par le chariot. On m'a pris, on a acheté le vélo dans le fossé et on m'a assis sur la charrette. Nous avons marché le jour et la nuit. Je me rappelle que nous sommes passés à Saint-Quentin. Hervesne était en feu. Là, il y a un militaire français qui nous a dit qu'on pouvait parler de ce côté-là. Ils nous ont fait marcher. Et le lendemain matin, à 7 h du matin, nous sommes retombés à la même place. Ils nous avaient fait tourner en rond, quoi. Sur la route, il fait 30 degrés. Les voitures tombent en panne d'essence. On se bat pour une bouteille d'eau. Boulangers et charcutiers font des affaires en or. Et les mères implorent les paysans pour obtenir du lait pour les bébés, ou essayent elles-mêmes de traire les bêtes errantes. La solidarité existe-t-elle dans ces circonstances? Nous avons fait la connaissance de fermiers qui voyageaient avec leurs grands chars, leurs chevaux. Les femmes étaient restées à la ferme pour garder la ferme et les autres animaux. Et les hommes, pour sauver les chevaux, étaient partis. Et nous avons été installés dans cet immense chariot. Je me souviens très bien, ils avaient emporté leur coffre-fort. Ma grand-mère était assise sur le coffre-fort. Les gens se parlaient entre eux beaucoup plus que d'habitude.
On demandait d'où on venait, où on allait, ce qu'il fallait faire, quelles nouvelles nous avions. La gentillesse était un moyen d'échange très important. Je pense que c'était chacun pour soi. À ce moment-là, on ne s'occupait pas de voisins. Les gens devenaient égoïstes. C'était pour soi et rien pour les autres. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'était l'égoïsme, chacun pour soi. Il y a des gens qui se sont battus, il y a des gens qui se sont entretués, il y a des gens qui ont volé. La solidarité entre personnes qui évacuent, sous les bombardements et sous la mitraille, très peu. Après des jours d'errance, des gens en souffrance s'entassent dans les gares. On s'interpelle. On demande des nouvelles de sa ville, de ses proches. On dort dans les asiles, sur un banc, ou à même le sol. Cette pagaille rappelle à Pierre les républicains espagnols internés dans le sud de la France. Alors, lorsque les premiers Belges débarquent, il leur porte assistance. Alors, je les vois arriver à la gare et je fais partie d'une organisation de scouts, si vous voulez. Et très vite, un certain nombre d'adolescents, d'organisations, scouts, etc., se mobilisent pour accueillir ce flot qui devient de plus en plus important de gens qui arrivent et dont quelques-uns font des récits d'attaques, des choses comme ça. On voit les trains surchargés, on voit les ballots d'enfants, on voit les gens malades et des flots de réfugiés. Des gens qui arrivent exténués, pleins de poussière, et comme il fait très chaud, ils sont débraillés, enfin souvent. Ça, c'est un souvenir d'enfance qui me reste. Avec un magnifique élan de solidarité, la France reçoit tous ces réfugiés. Dans les centres d'accueil organisés sur tout le territoire, le réconfort et les soins les plus dévoués leur sont assurés. Et alors là, on boulonne toute la journée pour organiser les repas, pour aller chercher les gens, pour se rendre utile, quoi. Donc on n'a pas le temps beaucoup de réfléchir. Moi, je me souviens m'être occupée des enfants au centre d'accueil. Je donnais des biberons, on les restaurait, il y avait des femmes qui accouchaient, il y avait tous ces gens épuisés. Puis ils repartaient le lendemain, je ne sais pas où. Ce qui prévaut, c'est le sentiment de coup de matraque. Hein. Le pays est assommé par cette situation. C'est la déroute. Hein. L'afflux de ces réfugiés venus d'ailleurs, à l'accent différent, inquiète la population. Chacun a peur de ces étrangers qu'on soupçonne d'être les responsables de la défaite. On voit en eux des traîtres. On devine des parachutistes allemands déguisés en curés. Personne n'est à l'abri du soupçon. Les contrôles d'identité se multiplient. L'espionnité de règles. Les murs ont des oreilles, dit-on. Méfiez-vous, on vous écoute. C'est le début de la délation. Nous habitions Paris, mes parents et moi. Mes parents étaient des réfugiés polonais juifs. Nathan, le père d'Hélène, a émigré à New York en 1922. À la veille de la guerre, il est revenu à Paris, car il aime la France. Mais l'avancée des nazis le décide à mettre sa famille à l'abri. Il part, avec son stock de marchandises, qui lui permettra de nourrir son épouse et sa fille, Hélène. C'était long. C'était long parce qu'on ne roulait pas vite. Vous aviez beau être en voiture, vous marchiez au pas. Ça je m'en souviens. Et des gens qui marchaient. Oui, ça, c'était long. Il faisait chaud. Ça, je me rappelle qu'il faisait chaud. Je disais, oh là là, je prendrais bien un bain. J'ai encore souvenance de ça. Caprice de petite fille.
Évidemment, je ne me rendais pas compte vraiment de ce qui se passait de dur, en quelque sorte. J'avais beau voir les gens à pied et tout, ça marque pas une petite fille de 10 ans qui est très gâtée, qui est très protégée. Pour ma petite fille de l'époque, c'était pas dramatique. Ça, je peux vous dire que c'était pas dramatique. Et mes parents me surprotégeaient, mon frère aussi. Donc, on a dû me présenter ça comme une promenade, en quelque sorte. Les gens n'étaient pas égoïstes, si vous voulez, quand on s'arrêtait. Ça, j'en ai un souvenir. Il y avait des tables ouvertes, il y avait des... Non, les gens se sont bien conduits. Dans un ciel limpide et rassurant, des avions montent et virent à la grande joie des enfants. Sur leurs ailes, ils ont une drôle de croix. Le 21 mai, vers 3h, 3h30, nous étions sur une route qui va de Calais à Abbeville, bourrée de civils, au milieu d'engins de transport hétéroclites, quand on a vu les Stukas. Dans un hurlement strident, ils rasent la cime des arbres. Et au moment où l'escadrille a piqué, n'est-ce pas, et mitraillé, eh bien, les gens se sont égaillés comme une volée de moineaux. Moi, je suis parti avec mon père à travers champs. L'avion a piqué. Je m'en souviens d'autant plus que le Stuka qui nous a bombardés et mitraillés est descendu tellement bas que j'ai vu le pilote de l'appareil rire en continuant à mitrailler. Ce pilote avait sur la tête un casque de cuir et il riait. C'est incroyable, mais il était descendu tellement bas qu'on s'est regardé droit dans les yeux. C'est bizarre que ça puisse paraître. J'ai été aspiré par la ressource de l'appareil et puis je me suis retrouvé dans le fond du cratère de la bombe. Ce sont des Allemands qui sont arrivés vers 3h de l'après-midi. Et se trouvait un médecin militaire qui a trouvé que je vivais encore. J'étais criblé d'éclats, hein. J'en avais un peu partout, j'étais brûlé sur tout le corps. J'avais une partie de mon pantalon qui s'était incrustée dans la peau. Et là, on m'a expliqué que notre père avait été tué, qu'il a été décapité. Ce sont les Allemands qui m'ont blessé, ce sont les Allemands qui ont tué mon père, et c'est aux Allemands que je dois la vie. Et ça, psychologiquement, j'aime autant vous dire que c'était terrible. Cette retraite n'en finira jamais. La fatigue et le désespoir gagnent les Français. Ils veulent franchir les ponts de la Loire pour descendre encore plus bas, vers La Rochelle ou Saint-Jean-de-Luz. Pour des enfants de 10 ans, c'est la route des vacances et de l'aventure qui s'ouvre devant eux. Quelquefois, les souvenirs sont en couleur, quelquefois, ils sont en noir et blanc. Et pour moi, l'exode, c'est une période un peu indistincte, plutôt en sépia. J'étais ravie à l'idée qu'il y aurait la guerre. Qu'il pouvait y avoir la guerre, parce que je trouvais ça tellement plus excitant que la vie de tous les jours. J'ai été voir ma mère en lui disant un jour « c'est la guerre, c'est la guerre ». Comme un gosse, ça me paraissait très excitant. Alors elle m'a expliqué que c'était pas les soldats de plomb, la guerre, hein, que c'était vraiment quelque chose de sérieux. Olivier et sa mère sont depuis la déclaration de guerre réfugiés à Alençon. Alors ma mère a décidé de partir près de La Rochelle. Alors pas d'autobus, pas de train. Et finalement, il y a un type très gentil, qui nous a demandé où on allait. On a dit du côté de La Rochelle. Il m'a dit je vais vous emmener. C'était un commerçant, je crois, qui avait une camionnette dans laquelle il a entassé des religieuses, 2 affectés spéciaux qui venaient du Nord, des civils. Il y avait aussi une femme qui allaitait son bébé. Et nous sommes donc partis d'Alençon dans ce camion où il faisait une chaleur épouvantable. Et alors j'en ai gardé un souvenir, c'est que j'avais la lèvre supérieure très, très irritée.
Et alors le grand problème du camion, c'était mais comment on peut le soulager, ce gosse? Et finalement, les religieuses m'ont donné du beurre de leur sandwich. Alors je me suis appliqué, et là, c'était du beurre salé. Alors ça n'a fait qu'aggraver les choses. Mais pour moi, l'exode, c'est cette blessure au-dessus de la lèvre. Le pays se vide de partout. Un maire du Loiret part avec ses 4 enfants, sa femme et sa belle-mère malade, emportant avec lui les registres d'état civil, le cadastre et les cachets de la mairie. Les fuyards se réfugient au Havre, à Angers ou à Limoges. Ils sont des milliers à tomber entre les mains de l'ennemi. Ils n'en peuvent plus de fatigue et sont démoralisés par les attaques aériennes. Les plus chanceux courent toujours. Ils sont en déshérence et abandonnés à eux-mêmes. Leur chef leur a dit « sauve qui peut », direction le soleil couchant. Maison détruite ou église en flammes. Oigny, grosse bourgade proche de l'île où les parents de Jacqueline tiennent du quincaillerie, ne reçoit encore qu'un écho étouffé des combats. Nous, on appelait ça encore le village. Bon, c'est devenu une ville minière. Oigny, Courrières, Hénin-Beaumont, Carvin, il y avait des puits partout. La vie, une vie toute simple. On pouvait jouer à la marelle sur le trottoir et même jouer au ballon à travers la chaussée d'une à l'autre. Je lisais des livres d'adultes. Il fallait que je me cache parce que maman elle disait « La vie n'est pas un roman ». Dans chaque maison, on avait distribué des masques à gaz. Ça, je m'en souviens. Alors on s'amusait avec, bien sûr, à les mettre et puis... Les parents, ils avaient peur pour nous, certainement. Alors, un beau jour, maman elle a dit « On va partir ». Elle a fait des bagages, puis elle a pris des choses auxquelles elle tenait. Elle met dans une malle, c'était une voiture commerciale, voiture noire, avec une ligne rouge, je me souviens, avec un strapontin qui était dans le plancher, qu'on remontait. On pouvait être 7 ou 8. On est arrivé aux alentours de Béthune, et puis on nous a dit, vous ne pouvez pas passer, les Allemands sont à Saint-Paul. Alors maman a dit, c'est pas la peine de rester sur la route, on va retourner, on va les attendre chez nous. Alors elle a fait ils ont fait demi-tour. Alors on rencontrait la horde d'évacués belges. Alors ils nous disaient, eux ils s'en allaient et nous revenaient. Ils disaient, pourquoi vous revenez, pourquoi? Alors maman disait, les Allemands sont à Saint-Paul, c'est pas la peine d'attendre. Alors ils étaient désorientés, les gens, ils se demandaient s'ils allaient continuer ou s'ils allaient, bon. Jacqueline et sa mère retournent chez elle au moment où les Allemands s'apprêtent à franchir le canal de la Deule. Dans cette région minière du Pas-de-Calais, de jeunes soldats anglais et des troupes coloniales françaises sont en ligne face à l'ennemi. Les civils sont pris au piège. On est le 23 mai 1940. Maurice a 11 ans. Là-bas, au loin, le bruit du canon. Ma mère a été discutée avec un gendarme. Et en revenant, elle a décidé, on part. Les Allemands sont à gauche. Et de là, on est parti. Pas besoin de bagages, on n'avait rien. À l'époque, on n'avait rien. Disons qu'à cette époque, on ne savait même pas ce que c'était qu'un slip. Ça n'existait pas. Les 7 enfants dorment à la Belle Étoile. Et la famille se nourrit de pain et de fruits sauvages pendant 6 jours. Nous, enfants, c'était une distraction, quelque chose qui changeait notre vie, disons, courante, quoi. On essayait tout de même de prendre ça, disons, du bon côté, quoi. Maman veillait, maman, elle nous rappelait à l'ordre. Nous nous sommes dirigés à travers bois par des sentiers sur Oigny. Il a fallu chercher pour dormir la nuit. Alors, un fermier nous a prêté un endroit pour dormir. Et tout d'un coup, vers une certaine heure le soir, là, il y a eu une mitraillade entre des Allemands
et des Anglais. Les combats autour de Wany durent 3 jours. Le 27 mai, la ville est en partie détruite. Jacqueline et Michel sont restés 48 heures dans leur cave à Wany, couchés sur des matelas. Et le lendemain matin, c'était en pleine nuit là. Le lendemain matin, il y a quelqu'un qui dit il y a des soldats dans la cour. Et c'est là que j'ai vu les Allemands arriver du bout de la rue, jeter des grenades dans les soupiraux pour faire sortir les gens. Ils sont descendus, puis ils ont dit allez, raus, 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 tout le monde remonte. Tout le monde s'est affolé, et puis comme pratiquement avec nous, il y avait des femmes et des enfants, il y avait un petit gosse dans les bras de sa mère, on est sortis sur la rue. Et les Allemands nous ont mis au milieu de la rue, et puis nous ont fait traverser Wany. Tout fumait. Tout était brûlé. Alors on arrive sur la place, maman voit notre maison qui brûlait. Et on n'avait plus rien, on n'avait rien. On voyait des décombres partout. D'ailleurs, maman nous avait photographiés après devant les décombres. Bon, bah évidemment, il y avait des cadavres sur la route, il y avait des hommes, il y avait des animaux aussi. Il y avait des morts, il n'y avait pas seulement des animaux, il y avait des fusillés, il y avait des blessés. Sur la place, il y avait des officiers allemands, des Allemands. Il y avait d'ailleurs des hommes qui étaient là. C'était des Français, qui avaient le torse nu. Je suppose qu'ils devaient être là pour être fusillés. Tout ça, ça frappe, je m'en souviens. Mais je m'en souviens comme ça. Je me souviens, j'ai enjambé des fusillés. On a enjambé ça comme dans un rêve. C'est quelque chose d'irréel, je ne sais pas. Les Allemands ont fusillé près de 80 otages. Wany est un des premiers villages martyrs. Pour un enfant de 9 ans, la confusion et le doute s'installent. Quand on est revenu, la maison était brûlée. Enfin, c'était un squelette, c'était des briques qui fumaient. Je me suis assis sur le caniveau en face de la maison et j'ai pensé à mon cheval de bois. J'avais un cheval en bois qui était dans le grenier et je me suis dit, il a brûlé. Et c'est une image qui est marquée en moi. Mais c'est pas la maison qui m'a fait avoir un choc, c'est mon cheval de bois qui a brûlé. On était tous désemparés, hein. À un moment, on était désemparés. Il y a un monsieur qui s'est amené, qui a dit « Je suis comme vous, ma maison a brûlé. On va mettre de la paille par terre, et puis je vais ramasser tous les gens que je peux dans la rue, et puis on dormira là, demain matin, il fera jour. » Les enfants de l'Exode approchent la mort pour la première fois. Ils ne comprennent pas pourquoi un visage a cessé soudainement de sourire. Ils pleurent les animaux morts, autant que les victimes des bombardements. Humains et bêtes réunis dans la même compassion. Je me rappelle un jour, avec ma sœur, nous sommes arrivés. Toutes les tentures étaient fermées et on cherchait après du pain. Et ma sœur me dit, il me semble que ça sent à ce moment-là, on se retourne et il y en avait un qui était tendu sur la table. Une personne là, morte. La tête, le corps d'un côté, même si ma mère me disait de ne pas regarder, ça m'a impressionné. J'ai vu une maman qui a un cas, c'est parce que ma mère nous empêchait surtout de regarder. Hein. Mais il me semble que l'enfant avait eu sa tête hachée, sa tête coupée. Elle l'avait dans ses bras, puis elle courait plus ou moins. On est arrivé dans un carrefour où il y avait plein de cadavres de soldats. Il y en avait partout. C'était plein de cadavres, ce qui fait que pour traverser le carrefour, on a dû marcher sur des cadavres. Qui saura jamais comment est mort ce soldat qu'on enterre aujourd'hui? Il avait 20 ans. Il s'appelait Jean. Et il a rejoint dans le cimetière d'autres inconnus morts sur la route.
Peut-être est-il mort en défendant le village, derrière une barricade de meubles arrachés à une maison en ruine, dans un dernier combat dérisoire. Encore lui aura-t-il sa sépulture et son nom gravé sur un monument aux morts. C'est vers Dieu maintenant que la population se tourne. Et dans les villages, les femmes vont réciter des chapelets pour la victoire de la France. Jean-Jacques a 12 ans et il vient de Paris. Au début de la guerre, par précaution, sa famille reste sur les côtes de la Manche où elle est en vacances. Son père achète alors une radio pour suivre les nouvelles de la guerre. Le matin où les Allemands sont arrivés à Abbeville, on a été au lycée à Cailleux-sur-Mer. Et tout d'un coup, on entend des coups de canon. Et on est un peu surpris, mais le professeur nous dit oh, ne vous inquiétez pas, ce sont des exercices. En réalité, les Allemands étaient à 30 km. Les Allemands sont à Abbeville et encerclent Dunkerque. Ma mère est venue nous chercher au lycée. Hein, et mon père est arrivé en fin d'après-midi, en voiture, et il a décidé, on part. Dans cette voiture, il y avait donc mon père, ma mère, on était 4 enfants. Celle qu'on appelait la bonne à l'époque, qu'on appellerait maintenant une employée de maison. Hein, des bagages considérables, parce que tout de même, il fallait avoir des bagages. On avait emporté beaucoup de draps. Je ne sais pas exactement pourquoi. Hein. Je m'en souviens parce qu'avec mon frère, on avait les pieds sur les draps et on avait les genoux dans la figure, hein, sur la pile de draps. On n'a rencontré aucune difficulté jusqu'au moment où on est arrivé à proximité de la Seine. Là, il n'était pas possible de passer la Seine tout de suite. Il fallait donc coucher sur place. On commençait à sentir les réfugiés. Les hôtels étaient pris d'assaut. Je crois que mes parents ont dû trouver une chambre. Mais avec mon frère, on a couché dans la voiture, tout simplement. C'était notre première nuit. Et alors là, la défaite, pour nous, était quelque chose d'inimaginable, par bien écouter. Et je me rappelle, au repas, il y a dû avoir un vague repas, en quelque sorte. Tout d'un coup, je me suis mis à fondre en larmes. Et mes parents m'ont demandé pourquoi je pleurais. Et j'ai dû vaguement murmurer, je pleure sur la France, sur les malheurs de la France. J'en ai encore le souvenir. Levé dans la nuit, marche forcée dans les bois, bivouac sous la pluie, messe le dimanche, parfois douche improvisée dans un établissement réquisitionné, le carnet de route de cette compagnie du 66e régiment d'infanterie est laconique. Ils ont subi les bombardements. Ils ont contre-attaqué à plusieurs reprises sur la Meuse. Mais aujourd'hui, une partie d'entre eux s'est perdue à Dunkerque. L'autre a combattu vers Lille. Beaucoup de soldats manquent à l'appel. Et c'est l'angoisse pour les familles qui attendent dans les mairies la liste des premiers morts au combat. Divisé et incomplet, le 66e va se regrouper dans la Creuse avant d'être dissous. Le dimanche 2 juin, le temps est magnifique. Les Parisiens recherchent la fraîcheur dans les cinémas. Ils ont le choix entre Quasimodo et Léo de Hurlevent. Les actualités se veulent rassurantes, en décalage avec la réalité des départements déjà envahis.
Les vieux ont déjà connu cet exode au cours de la dernière guerre. Tous s'attendent à vivre des jours pénibles, mais ils savent que si longue et si dure que soit la route à suivre, la victoire est au bout. Les journaux stigmatisent la barbarie des bombardements allemands, mais le mot d'ordre reste « on les aura ». Malgré ça, ceux qui trouvent un bidon d'essence prennent le chemin de la porte d'Orléans. De l'autre côté de la Seine, de larges traînées opaques obscurcissent le ciel. Les réservoirs de carburant brûlent. Violette a 15 ans. Son père est mobilisé. C'est son deuxième exode. Avec sa mère, elle a fui la Hongrie en 1934. J'habitais au Havre, en Seine-Maritime. Cette ville qui, du jour au lendemain, s'est trouvée avec un ciel bas, gris, parce qu'on avait mis le feu à Gonfreville-Lorcher, à des usines qui travaillaient sur le pétrole. J'ai pas ressenti vraiment la peur, pas jusqu'au jour où des camions ont traversé la ville avec un haut-parleur et ont demandé aux gens de monter dans les camions pour traverser la Seine et évacuer la ville du Havre. Il y a eu un ordre officiel d'évacuation. Nous avons dormi, ma mère et moi, toute une nuit, avec d'autres personnes évidemment, à la Belle Étoile. Et nous avons traversé la Seine vers 10h30, 11h du matin. J'avais pas tout à fait 15 ans, mais j'étais une enfant très mûre. Et j'avais pris en charge ma mère. J'avais décidé que c'était moi qui allais diriger les opérations. J'avais emmené ma bicyclette. Une fois qu'on a eu traversé la Seine, on est entré dans une cour de ferme où il y avait une petite remorque. J'ai attaché cette remorque à ma bicyclette. J'ai mis ma mère dedans, les 2 valises qu'on avait prises. Et ma mère avait eu l'idée, Dieu seul sait pourquoi, de prendre des nappes. Elle avait pris 2 nappes aussi, et des serviettes. Pour quel festin, pour quel déjeuner, quel dîner? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Une femme et une jeune fille tirent une carriole. Harassées, elles traînent les pieds et elles ont faim. Ma mère m'a raconté qu'en Hongrie, il y a eu aussi un exode. Et qu'elle avait 11-12 ans et qu'elle a demandé à sa mère si elle devait mettre ses habits de tous les jours ou sa robe du dimanche. Et moi, ça m'a fait hurler de rire parce que je trouvais ça trop drôle. Alors, on était au mois de juin, je devais avoir une robe légère, j'étais habillée comme d'habitude. Nous étions arrivés dans une petite ville de Normandie qui s'appelle Pont-l'Évêque. Il y avait une boulangerie. Cette boulangerie fonctionnait. Les gens faisaient la queue. Nous avons aussi, ma mère et moi, fait la queue pour avoir du pain. Quand la fournée est sortie, nous avons aperçu, sortant de la boulangerie, une femme qui mangeait ce pain tout chaud, qui fumait encore, en pleurant. Et ma mère s'est mise à pleurer. En voyant cette femme qui pleurait en mangeant ce pain. Comment voulez-vous que je les oublie, ces choses-là? Après Pont-l'Évêque, nous sommes allés jusqu'à Lisieux. Et nous allons à la gare. Et un des types de la gare nous dit, écoutez, surtout ne restez pas là pour la nuit. Il y a de fortes chances que nous soyons bombardés. Essayez d'aller dans la campagne, n'importe où, mais ne restez pas auprès de la gare. Alors nous avons repris la route, ma mère et moi. Et sur la droite, il y avait plusieurs très belles maisons bourgeoises avec de grands jardins. Et j'avise des gens qui sont en train de dîner tranquillement dans leur jardin, comme si de rien n'était. C'était aussi extravagant que ça. Certains fuyaient, certains restaient là parce qu'ils n'avaient pas envie de partir et parce qu'ils estimaient que c'était pas utile.
Début juin, les combats se poursuivent. Mais qui pense encore pouvoir arrêter l'ennemi? Des unités montent vers le front. D'autres se replient dans la confusion. Elles partagent la route des civils en proie aux encombrements. 25 heures pour faire 30 kilomètres. Sur la route d'Orléans, un corbillard transporte des enfants joyeux mêlés aux pensionnaires d'un asile de fous. Des femmes et des hommes éreintés invectivent les soldats au passage des camions. Nous avons rencontré, là, nous avons sur cette route, nous avons rencontré des gens, des réfugiés qui partaient vers le sud. Évidemment, nous représentions l'armée en déroute, oui. Les gens, dans leur réflexion, s'étonnaient de la tournure que prenait la guerre, mais en tout cas, ils n'avaient pas d'attitude d'hostilité ou de reproche ou de révolte contre les autorités. Il n'y avait quand même pas ça. Les villages où il y avait des Français nous voyaient nous replier avec le sentiment qu'ils étaient abandonnés à l'avancée allemande. Nous sentions que nous n'étions pas capables de protéger des civils et c'était un sentiment d'impuissance, de désarroi, d'incapacité à faire face à ce qui nous menaçait. Nous étions largués. D'autres ont résisté vaille que vaille. Ils ont mis un canon en batterie. La foule apeurée les a suppliés de se rendre, de demander le cessez-le-feu, les a traités de lâches. Alors ils ont capitulé. On a croisé quelques militaires, mais qui avaient l'air d'être complètement, détachés de leur régiment, qui s'étaient perdus, qu'on avait perdus sur la route. Il y a eu des soldats qui étaient complètement perdus, qui étaient en déroute, qui ne comprenaient pas ce qui leur était arrivé. Ils traversaient des villes où il y avait encore marqué « Nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts ». Pour quelqu'un comme moi qui était pas mal nourri d'histoire militaire, de voir passer ces soldats qui étaient certes en uniforme, qui n'avaient pas de fusil, mais qui avaient une valise, eh bien, ça m'a paru un spectacle tout à fait étrange. Ils avaient l'air désemparés, ils étaient à la recherche de leur unité, ils avaient l'air paumés complètement. En repensant aux scènes que j'ai vues, ces hommes qui n'étaient pas dignes, si vous voulez, ils étaient un peu honteux aussi de partir et d'être vaincus. Ça devait être terrible dans leur tête. Le 3 juin, à 13h15, l'aviation allemande bombarde Paris. « 250 civils tués autour des usines de Billancourt. Les Parisiens se souviennent des images de Madrid et Malaga, bombardées pendant la guerre d'Espagne, et plus récemment les incendies de Varsovie et ceux de Rotterdam. Ce sont les mêmes souffrances. Alors, ils prennent peur. Le 5 juin, le président du Conseil nomme Charles de Gaulle sous-secrétaire d'État à la guerre. Ce général dit qu'il ne faut pas capituler. Personne ne sait qui il est. À quoi ressemble-t-il ? Le gouvernement, les administrations quittent la capitale dans la pagaille. On entasse les dossiers sur des charrettes. C'est la débandade. Les blindés de Rommel sont à Rouen. Paris est déclarée ville ouverte. Les derniers habitants abandonnent leurs biens pour sauver leur peau. Pourquoi est-on parti, se demande encore Mireille. En Bourgogne, nous avions les caves à vin où nous cacher. Nous sommes partis dans 2 voitures avec 11 enfants, 4 adultes et 3 bonnes enfants.
on a accroché aux voitures des prolonges. Et dans les prolonges, on mettait de la nourriture, des bidons d'essence et puis des trésors. Et ma mère avait même rajouté ma poupée qui s'appelait Simon. Elle avait le nez cassé parce que mon frère l'avait fait tomber. C'est au milieu des rires que ces jeunes enfants ont quitté la grande maison d'Alox-Corton. Ils n'ont pas deviné sous les visages graves l'angoisse des adultes qui les accompagnent vers le Pays Basque. Les voitures étaient toujours en panne. Alors, on avait les pneus qui crevaient parce qu'il y avait des chevaux, il y avait les clous des chevaux, et les clous des chevaux faisaient crever les pneus. Les routes étaient très, très encombrées. Pour faire les 20 premiers kilomètres, on a dû mettre 3 heures parce qu'on était au milieu des gens. On était comme dans un énorme embouteillage. C'était gai pour nous, il y avait plein de monde, il y avait plein de cousins. Enfin, vous voyez, c'était une atmosphère de vacances. Et on avait une tante merveilleuse qu'on adorait qui nous chantait des chansons. Alors les chansons de l'époque étaient un peu bébêtes, c'était le genre enfin j'ai une auto, enfin j'ai une auto. Aller le plus loin possible, là où l'Allemand n'ira pas. Pour Mireille, l'exode s'achève en Savoie. Lorsque la famille descend de voiture, la Wehrmacht occupe déjà la région. La famille royale belge, les Rothschild et le duc de Windsor traversent la France sous la protection des gendarmes. Les grosses berlines qui fendent la foule provoquent le ressentiment des réfugiés contre ces nantis qu'ils accusent d'être les fauteurs de guerre. Les préfets ont été mobilisés pour leur permettre d'atteindre la frontière espagnole sans encombre. En bateau ou en avion, ils partent pour l'Angleterre ou les États-Unis. C'est le sauve qui peut. Les usines reçoivent un ordre d'évacuation pour poursuivre leur travail à l'abri des combats. Vassy est un gros bourg de la Champagne pouilleuse, près de Saint-Dizier. En juin 1940, la fonderie locale travaille pour la défense nationale. La guerre, on en parlait beaucoup dans ma famille, pour plusieurs raisons d'ailleurs, mais la première, c'est que mon père était directeur d'une fonderie et que cette fonderie, depuis 1938, abandonnait un certain nombre de fabrications pour passer à des fabrications d'obus. Le 12 juin 1940, les machines-outils s'arrêtent. Le silence s'installe. Il y avait une cloche sur le toit qui, 4 fois par jour, rythmait à la fois la vie de l'usine, mais aussi notre propre vie, si vous voulez. Et à un moment donné, je ne peux pas dire le nombre de jours, elle s'était arrêtée. Mon père s'est trouvé comme un capitaine sans troupe. Et je crois qu'il a retardé le plus possible le départ, lui personnellement. Il était pas, ça devait le déchirer de quitter toute de l'entreprise, parce qu'il ne voyait pas très bien ce qui se passait. Le jour où Jean quitte Vassy, il fête son 12e anniversaire. Le dernier spectacle que j'ai eu en quittant Vassy, où il n'y avait plus personne, la ville s'était vidée, je ne sais pas depuis quand, si c'était la veille ou autre, c'était vraiment la désorganisation générale. Soldats avec des armes, sans armes, avec les civils qui étaient allongés sur les côtés, tout, on voyait tout. Moi, j'étais complètement avec le nez sur la glace, regardant tout. Tout était sujet d'intérêt pour moi. J'avais la vision d'un chaos, mais pas forcément de la guerre. Je me souviens très bien des tractions avant. Les officiers étaient toujours dans des tractions avant. Ils cherchaient leurs troupes. Et les troupes cherchaient les officiers. Bon, alors, ils se mettaient à des carrefours, ils arrêtaient, ils essayaient de reconstituer. Enfin, on avait l'impression d'une désorganisation générale parce que tous ceux qui essayaient de mettre de l'ordre, d'une façon générale, gueulaient. Je les vois encore essayer de machiner, puis faire passer d'autres véhicules. Enfin, pour moi, c'était extraordinaire, cette espèce d'amalgame de tout, de diversité. Cette confusion de l'odorat, de la vue et du son, si vous voulez, c'est l'exode, c'est l'Odyssée, si vous voulez. C'est l'exode.
Paris se vide et se transforme en une ville aveugle, muette, paralysée, sans autobus ni métro, dans laquelle résonnent les pas des derniers habitants. Paris c'était affreux. Il y avait comme un brouillard qui couvrait Paris, qui était très sale. C'était une affreuse journée d'automne alors qu'on était au mois de juin et qui aggravait encore le sentiment douloureux que l'on avait. Donc qu'est-ce que ça nous cachait? Il y avait une anxiété. Les journaux se remplissent d'avis de recherche de couples séparés et de parents d'enfants perdus aux quatre coins du pays. Des fous évacués de l'asile se mélangent à la foule et annoncent l'apocalypse à des femmes au visage fermé qui serrent les dents. Les enfants pleurent. Un gendarme en fuite dit que les Italiens sont entrés en guerre. Mais tout le monde semble résigné. Le bourgeois qui a perdu sa maison et le paysan qui a perdu ses bêtes. Les Allemands sont à quelques kilomètres de là. Les premiers civils qu'ils croisent ont peur. Une voix s'élève. Ils arrivent. Une femme les a vus dans le village voisin. Ils seront là dans un quart d'heure. Cachez les enfants, fermez les portes et les volets. Ils saccagent tout. Ils sont là. À un moment, nous avons entendu un espèce de bruit sourd, comme ça continue. Et nous avons regardé par la fenêtre et nous avons vu arriver les chars. Tout le monde a fermé ses volets, parce que pour ne pas regarder, pour ne pas y voir, on regardait quand même à travers les fentes des volets de bois de l'époque. Et nous avons vu arriver ces chars qui roulaient indéfiniment. On ne voyait ni le commencement ni la fin. Et ça a été... alors là, j'ai commencé à me rendre compte, là, de ce que c'était que la guerre. Nous étions réfugiés dans une ferme française, près de Saint-Omer, et on a vu les troupes allemandes à un moment donné encercler la ferme. On avait l'impression que tout à coup, n'est-ce pas, on avait peur d'être fusillés immédiatement ou tués immédiatement. On ne savait pas ce qui nous attendait. Surtout moi qui étais enfant et qui ne comprenais pas très bien ce qui se passait. Le premier Allemand que j'ai vu, c'était un estafette qui est passé en moto. Et là, j'ai dit à papa, il vient de passer un Allemand. Et papa, il me dit, tu es certain? Je dis oui. D'après les photos que nous avions vues, j'ai vu que c'était un estafette. Et là, papa dit, on ne va pas plus loin. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « Ah, les voilà !» J'ai fait arriver les Allemands, mais ils sont arrivés un par un. Mon premier Allemand, je l'ai vu sur une moto, un soldat avec un casque. À ce moment-là, j'avais vu des photos, je savais, c'était un soldat allemand. C'était l'été, mais il avait quand même un manteau de cuir, une mitraillette sur la poitrine. Et il avait l'air d'un soldat de bande dessinée. Ils se veulent rassurants. À des gens affamés, ils apportent leur aide. Ils témoignent d'une conduite exemplaire. Et les Français exténués se disent « Ils ne sont pas si mauvais ». Ils avaient un aspect de gens à qui on avait dit d'être corrects, de ne pas faire de vagues. Un peu profil bas. C'est ce que j'ai ressenti. Il n'y avait pas du tout un côté morgue de leur part. Rouen est occupé. Demain, ce sera Dijon et Paris. Paris est occupé.
Tout le monde a arrêté le travail. Les fenêtres sont closes, les rideaux des magasins baissés. La ville est morte. Y a-t-il encore des êtres vivants derrière ces uniformes? Se demandent ceux qui ne sont pas partis. À la nuit, le préfet de police fait état de 16 suicides pour cette seule journée du 16 juin. Pourquoi, avoua Hitler lors de sa visite à Paris, personne ne s'est battu pour défendre une telle beauté? Nul ne sait ce qui se passe au-delà de son propre horizon. Une vague de fuyards vient se briser sur les ponts de la Loire. Assis sur son sac, un jeune soldat pleure. Il dit qu'il en a marre, que la France est foutue et qu'il est content de ne pas être tué. Mais pourquoi leur a-t-on donné l'ordre de se replier et de rendre leurs armes, ressassent les plus courageux? Nous nous étions repliés jusqu'à Saint-Dié. C'était le 18 juin. Le commandement de la place de Saint-Dié nous a dit « Déposez maintenant vos armes, la guerre est terminée ». C'était non seulement humiliant, mais inacceptable. On était désespérés. N'ayant plus d'armes, nous ne pouvions pas résister et nous avons été arrêtés par la Wehrmacht et faits prisonniers. Le souvenir est le souvenir d'un jeune perdu pour sa jeunesse, ayant vraiment perdu le but qu'il s'était fixé maintenant depuis déjà 6 mois et qui était de gagner la guerre contre les nazis. Le lieutenant Hessel s'évade le lendemain de son arrestation. Il deviendra à Londres un Français libre, puis sera déporté en Allemagne en 1944. Une halte dans une ferme, ou un verre d'eau dans un bistrot, un poste de TSF allumé par hasard. On apprend alors que le maréchal Pétain a demandé l'armistice. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Jean découvre l'injustice et la cruauté de la guerre. On a vu arriver un soir un camion et le chauffeur s'était arrêté. Bon, et il y avait un couple de très jeunes. Il ne devait pas avoir plus de 30 ans. Hein. Et j'avais 12 ans, la femme était admirable. Elle me fascinait, puis elle avait un petit accent. Ils étaient tristes. J'avais le sentiment enfant déjà qu'ils étaient tristes. Ce qu'a raconté le chauffeur, c'est qu'ils ont entendu à la radio Pétain dire qu'il fallait cesser les hostilités. Nous avons su que 3 jours après, ils les ont retrouvés allongés dans un fossé, enlacés, et ils s'étaient suicidés. Et nous avons su que c'était des juifs autrichiens. Sûr de l'affection de notre admirable armée, qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires. Pétain leur dit que la guerre est finie. Il leur demande de rentrer chez eux, de lui faire confiance. En attendant, le chagrin demeure. Les grandes personnes, elles pleuraient. Elles ont beaucoup pleuré. Et elles étaient effondrées. Ah oui, mes tantes pleuraient beaucoup. Elles ont même... Et on n'était pas habitués à voir des grandes personnes pleurer. Pour nous, la guerre, c'était quelque chose qu'on gagnait. On a cru que c'était comme l'armistice à la guerre de 1918. Et c'était une déception affreuse de savoir que le même mot couvrait quelque chose de complètement différent. Le souvenir que j'ai, c'est celui de ma sœur qui dit que notre père avait appris l'armistice et donc il l'a annoncé en pleurant. J'y crois pas beaucoup. Je ne vois pas mon père pleurer, même le jour de l'armistice. Mais enfin, malgré tout, c'était un abattement épouvantable. Oui, je l'ai vu pleurer. Et mon père, il a compris ce qui se passait. Je pense que ça a été... Ah oui, il s'est senti abandonné, surtout qu'il disait toujours « Non, la France ne nous laissera jamais.
La France, pour lui, c'était le pays où on pouvait vivre. Le père d'Hélène s'était trompé. Le 26 octobre 1942, les gendarmes français arrêtent sa famille. Nathan et son épouse ne reviendront pas de déportation. Le discours de Pétain, il a été quelque chose qui a soulagé les gens, contrairement à ce que certains pensent et qui nous accusent d'avoir été des collabos. Pétain était rassurant. Pétain était un vieux monsieur qui avait eu son heure de gloire ô combien pendant la guerre de 14-18. On n'avait aucune raison de ne pas lui faire confiance au début. Stupéfaction. On ne pensait pas que la guerre finirait comme ça. On pensait qu'il y aurait, disons, un tournement de situation, ou en tout cas des combats. On ne pensait pas que la guerre finirait comme ça. Mais pour les enfants, c'est l'illusion qu'à nouveau ils vont pouvoir manger des gâteaux tous les jours. Pour eux, l'exode a pris un tour ludique, comme un grand jeu, une aventure imprévisible. Et les Allemands passaient tous les matins, torse nu. Ils étaient superbes et ils chantaient superbement aussi. Et mes frères et moi, nous tournions tous le dos pour leur montrer notre dos, parce que on avait l'impression de marquer notre hostilité et que probablement nous étions des héros, parce que quand ils venaient, nous faisions ça tous les matins. Dans les jours qui suivent, on assiste au grand retour. Pour beaucoup, c'était leurs premières vacances, loin de chez eux, dans une région inconnue. Ceux qui reviennent dans la capitale en ce début d'été 1940 découvrent Paris bilingue, Paris sous la botte, Paris sous la croix gammée. On est arrivé à Paris, à la gare Montparnasse, et alors on est sorti de la gare avec ma mère, et une impression de vide. Il y avait la rue de Rennes, vide, vide, vide. Il y avait du malheur dans l'air, vraiment, 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 en arrivant à Paris. Commençait à se créer ce climat d'enfermement de l'occupation, vu à la hauteur de mes 10 ans, hein, de mes 11 ans. Mais ce sont des souvenirs qui marquent. Moi, j'ai passé des vacances extraordinaires. On jouait, on était dans le foin, on avait une vie primitive. On avait une vie primitive. Et puis en même temps, j'avais... là aussi, j'avais une petite lyonnaise là, avec laquelle j'étais très copain. Alors on discutait. Ah, c'était les 12-13 ans, hein, c'était la préadolescence. Alors on était tout de même... bon, la guerre, pour moi, elle était loin. Ça a été une drôle de leçon. Hein? Moi, ça m'a marqué. Si ça ne m'avait pas marqué, je n'aurais pas su vous raconter au jour le jour et presque heure par heure ce que j'ai vécu. Mais c'est une leçon incroyable. Cet épisode-là, c'est comment je vais dire, un mauvais souvenir. Avoir toutes ces personnes-là tuées, ainsi de suite. On a vu que cela, des cadavres, et des gens qui s'enfuyaient. De l'exode, j'ai gardé vraiment des sensations. Des sensations de peur, mais aussi de réflexion. Ça a été quelque chose de très important dans ma vie parce que je suis vraiment devenue adulte à ce moment-là. C'est vraiment le moment où d'une petite fille sotte qui se réjouit de la guerre comme d'une aventure passionnante ou palpitante, j'ai vraiment pris conscience du désastre de mon pays. En fin de compte, à partir de 11 ans, je suis devenue adulte. C'était fini l'enfance. Les choses que j'ai vécues avant cette période-là se sont gravées dans mon cœur, dans mes sens. Comment voulez-vous que je les oublie, ces choses-là? En plus, toute cette période-là avait trait à ce voyage que j'ai fait avec ma mère, qui a été finalement un des derniers souvenirs d'elle.
Je n'ai pas fait mon deuil, je ne le ferai jamais. Je suis une orpheline. Je me considère comme une orpheline. Juive d'origine hongroise, Violette sera arrêtée et déportée à Auschwitz en 1943. Elle est la seule survivante de sa famille. 3 semaines à peu près avant l'Exode, mon père m'avait apporté un ballon en cuir, un ballon de football en cuir, un vrai ballon. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et au moment du départ au l'Exode, eh bien, évidemment, j'avais soigneusement placé mon ballon dans le coffre de la voiture. Malheureusement, quand nous sommes arrivés, il n'y a plus de ballon. J'ai toujours considéré que c'était la fin de l'enfance, hein, en quelque sorte, d'avoir perdu mon ballon à ce moment-là.